Nous nous limiterons dans cette présentation de l'allostérie au seul modèle concerté, c'est-à-dire au modèle de Monod-Weyman échangeux. À l'origine, un autre modèle, quelque peu tombé en désuétude aujourd'hui, le modèle séquentiel, visait à donner une interprétation alternative au phénomène coopératif. On trouvera dans la vidéo complémentaire prépondérance et interaction tertiaire ou quaternaire, une justification thermodynamique à ce choix. Rappelons pour commencer quelques hypothèses à la base du modèle allostérique et le contexte dans lequel celui-ci opère. La protéine est oligomérique, c'est-à-dire formée de plusieurs sous-unités. Chaque sous-unité possède un site de fixation pour un ligand donné. L'objet du modèle est de donner une interprétation moléculaire au phénomène de coopérativité. Il s'agit d'expliquer le mécanisme par lequel la fixation d'une première molécule de ligand augmente l'affinité apparente de la protéine pour la fixation ultérieure d'autres molécules du même ligand. L'interprétation proposée se résume en dernière analyse à un effet indirect lié à la modification de l'énergie d'interaction entre sous-unités. Cette modification découle elle-même d'un changement de conformation de la protéine, celle-ci existant sous deux formes en équilibre, R et T, qui ont des affinités différentes pour un ligand donné. Point fondamental de ce modèle, la transition allostérique est concertée, ce qui signifie que toutes les sous-unités au sein d'une molécule protéique changent simultanément de forme. C'est ce que montre cette animation qui illustre la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Il n'existe donc pas d'état quaternaire hybride de la protéine dans lequel certaines sous-unités seraient dans la conformation R et d'autres dans la conformation T. Par convention, la forme R est celle qui fixe le mieux le substrat. En absence de tout ligand, il existe un équilibre conformationnel entre les formes T0 et R0. On appelle L0 le rapport des concentrations de ces deux espèces moléculaires. L'indice 0 se réfère aux entités n'ayant fixé aucune molécule de ligand. En toutes circonstances, la valeur de L0, qui est une constante thermodynamique de la protéine, doit être vérifiée. Allostérie signifie étymologiquement autre structure. Un effecteur allostérique est ainsi une substance qui se fixe en un site distinct du site substrat. Il s'agira d'un activateur s'il présente, comme le substrat, une meilleure affinité pour R que pour T. Un inhibiteur se fixera au contraire préférentiellement sur T. La valeur de L0 est propre à chaque protéine, très grande dans certains cas, très petite dans d'autres, proche de 1 quelquefois. Il n'y a ni règle ni impératif. Nous choisirons ici arbitrairement une valeur de 100. Cela signifie qu'en absence de tout ligand, la protéine se trouve à 99% dans la conformation T. Que se passerait-il si une molécule de S, substrat ou activateur, se fixait sur la conformation pour laquelle elle a la meilleure affinité, à savoir les 1% de protéines se trouvant dans la conformation R? Partant de l'équilibre L0 existant entre les formes R0 et T0 de la protéine, imaginons que la quantité de ligand S ajoutée soit telle qu'une molécule de S se soit fixée sur R0 pour former une nouvelle espèce moléculaire R1, forme monoligandée de la protéine dans la conformation R. La formation de R1 s'est faite aux dépens de R0, dont la diminution de concentration va avoir pour conséquence de modifier la valeur de la constante d'équilibre L0. Pour établir cet équilibre, il va y avoir transformation compensatoire d'une certaine quantité de T0 en R0 afin que la valeur du rapport T0 sur R0 soit de nouveau respectée. Imaginons, pour fixer les esprits, qu'une molécule T0 doive basculer ainsi sous forme R0 pour établir la valeur de L0. Ce basculement aura ainsi fait apparaître 4 nouveaux sites potentiels de haute affinité pour la fixation de S. Quel sera le bilan de l'opération en termes de sites disponibles pour les fixations ultérieures de S? Si la fixation d'une première molécule de S sur un des sites de R0 a diminué d'une unité le nombre de sites disponibles, le basculement qui a suivi d'une molécule T0 en R0 a fait apparaître 4 sites supplémentaires. Si N sites étaient initialement disponibles pour la fixation de la première molécule de S, N plus 3 le seront pour la seconde. C'est précisément cette augmentation globale de la concentration en sites disponibles qui est responsable de la coopérativité vis-à-vis de ce ligand. Plus S va se fixer sur R, plus l'équilibre entre R et T sera déplacé vers les formes R, c'est-à-dire plus il y aura de formes de ce type, celle qui fixe S avec la meilleure affinité, donc plus la fixation de S deviendra facile.
La grandeur qui permet de caractériser cette coopérativité est la fonction de saturation de la protéine pour le ligand considéré. Cette fonction exprime le pourcentage de saturation de la protéine par le ligand en question, c'est-à-dire le rapport du nombre de sites occupés au nombre de sites disponibles pour ce ligand. Ce rapport est directement relié aux concentrations de chacune des espèces moléculaires présentes pour une concentration S donnée. La propriété de coopérativité d'une protéine allostérique se traduit par l'allure sigmoïdale de la courbe de saturation par son substrat. Pourquoi parler de coopérativité ? Parce qu'il est facile d'observer qu'à faible concentration en ligand, l'amplitude de la réponse protéique augmente avec son degré de saturation. Pour un premier incrément delta SI de S, on observe une faible augmentation delta YI de degré de saturation de la protéine. Pour un deuxième incrément identique delta SI plus 1, la réponse delta YI plus 1 est plus forte, et la réponse delta YI plus 2 à un troisième incrément delta SI plus 2 est d'amplitude encore plus grande. La fixation des premières molécules du ligand S semble rendre plus facile la fixation ultérieure d'autres molécules du même ligand, puisque pour un même delta S, le delta Y correspondant est plus grand. En d'autres termes, tout se passe comme si les multiples sites de fixation coopéraient entre eux pour qu'une fois les premiers occupés, les autres aient plus de facilité à fixer le ligand. Dans les protéines allostériques où cet effet coopératif est absent, la courbe de saturation a une allure hyperbolique. On parle aussi de saturation michaélienne. Dans ce cas, on observe l'effet inverse de celui qui vient d'être décrit. L'amplitude des réponses delta Y diminue à mesure que la protéine se sature. Delta Y1 supérieur à delta Y2 qui est lui-même supérieur à delta Y3. On a jusqu'à présent parlé de fonction de saturation qui se réfère à la manière dont le substrat ou tout autre ligand se fixe sur la protéine. Dans le cas où la protéine est un enzyme, la fixation du substrat est suivie de la transformation en produit, de sorte que l'on suit habituellement davantage la vitesse de la réaction catalysée plutôt que la saturation de l'enzyme par son substrat. Mais cela ne change rien à l'affaire car dans la très grande majorité des cas, la vitesse de la réaction est proportionnelle à la fonction de saturation par le substrat. Les cinétiques d'enzymes allostériques sont sigmoïdales, alors que celles d'enzymes michaéliens, non doués de coopérativité, sont hyperboliques. Pour autant, les cinétiques ou les fonctions de saturation d'enzymes allostériques sont-elles toujours, quelles que soient les circonstances, sigmoïdales ? Quelle serait, par exemple, la forme de la fonction de saturation d'une protéine allostérique dont la constante L0 serait très petite, largement inférieure à l'unité par exemple ? Si la constante allostérique L0 est très petite, la forme R0 de la protéine est pratiquement la seule présente en absence de S. La fixation du substrat sur R ne pourrait plus faire basculer de forme T en R puisqu'il n'y aurait plus de T. Ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est qu'au sein d'un état quaternaire donné, la forme R de la protéine par exemple, tous les sites de fixation pour S sont équivalents et indépendants. Cela signifie que par exemple, l'affinité pour S des formes RS2 ou RS3 n'est ni meilleure ni moins bonne que celle des formes R0 ou RS1. On observerait donc dans ces conditions la saturation hyperbolique des formes R. Il n'y aurait aucune coopérativité pour la fixation de S du fait de l'égalité des constantes d'équilibre horizontales que l'on vient de rappeler. Est-ce à dire que dans une telle situation, il serait impossible d'observer une fixation coopérative du substrat ? Il n'en est rien, une telle observation serait toujours possible en modifiant les conditions dans lesquelles sont réalisées les mesures. Plus précisément, il serait nécessaire d'incuber la protéine en présence d'inhibiteurs allostériques avant d'effectuer les mesures de vitesse de réaction de fixation de S. Rappelons qu'un inhibiteur allostérique est un composé qui se fixe mieux sur T que sur R. L'incubation de l'enzyme en présence d'inhibiteurs aura donc pour effet de déplacer l'équilibre allostérique vers la forme T. Plus la concentration en inhibiteur sera forte, plus l'équilibre initial sera déplacé vers T, ce que traduisent ces courbes de saturation par le substrat. En effet, plus I est grand, plus la concentration au substrat nécessaire pour atteindre la demi-saturation est élevée. En d'autres termes, plus la concentration en inhibiteur est forte, plus l'affinité apparente de la protéine pour S semblera faible, conséquence directe du basculement antagoniste de l'équilibre allostérique provoqué par les deux ligands. Pour en revenir à la situation où L0 est très petit, la présence et l'action de l'inhibiteur allostérique se traduiront, toutes choses égales par ailleurs, par une augmentation de la constante allostérique apparente, L'0, de la protéine. D'où, dans ces conditions, l'apparition de coopérativité et de sigmoïdicité dans le graphe de la fonction de saturation de la protéine par son substrat.
Nous avons vu qu'un activateur allostérique était un composé ayant une meilleure affinité pour R que pour T. En se fixant sur la protéine, il déplace l'équilibre vers la forme R. Son action est donc antagoniste de celle d'un inhibiteur allostérique qui, lui, déplace vers T. En absence d'activateur, la courbe de saturation par le substrat est déplacée vers la gauche. Il faut donc une moins grande concentration de S pour saturer à moitié la protéine qu'en absence d'effecteur. C'est l'effet inverse qui est observé en présence d'inhibiteurs, où il faut davantage de S pour atteindre la demi-saturation de la protéine par son substrat. L'activateur facilite ainsi la fixation du substrat, l'inhibiteur la rend plus difficile. Les principes et la logique de l'allostérie qui viennent d'être exposés ici sont repris dans une autre vidéo complémentaire sous une forme faisant appel au formalisme mathématique adapté.